Alors, Bonjour Luc oui, Germain. Donc on est en direct des studios de RDI pour moi, et puis Luc Germain de chez lui, confiné, ce qui est normal. Donc bonjour Luc Germain. oui, bonjour. De mon confinement, je vais interroger Cédric. Alors Cédric, il est représentatif d'une grande partie des entreprises de Guyane. C'est un frigoriste de la catégorie des artisans. Donc on va essayer de voir aujourd'hui comment il fonctionne, quelles sont les incidences du coronavirus sur son activité, quels recours il utilise, comment il s'organise et de quelle façon il entrevoit l'avenir. Bonjour Cédric. Bonjour Luc. Bien, donc vous êtes, je disais, artisan frigoriste. Dans quelle région? Alors je suis en Guyane, hein, en Rémière-Montjoly. D'accord. Êtes-vous un artisan avec plusieurs salariés ou êtes-vous un artisan indépendant seul? Je suis indépendant seul, je travaille seul. Je n'ai pas d'employé. D'accord, donc vous faites partie des 82% d'entreprises qui ont moins de 2 salariés. Donc vous êtes indépendant. Alors dites-moi, quelle a été l'évolution de votre activité depuis le confinement? Eh bien, c'est un confinement, donc, comme ça le dit, confiné, ça veut dire rester à la maison. Et bon, moi, en tant que chef d'entreprise, je peux pas me permettre de rester à la maison. Je gagne pas d'argent en restant à la maison. Et donc la première semaine, ça a marché un petit peu. Les clients, ils acceptaient encore de me voir chez eux, de me recevoir chez eux. Et puis, ben, depuis 2 semaines, eh ben, là, c'est plus possible. Plus personne ne nous accepte chez eux. Alors, décrivez-moi un peu votre activité. Donc, vous êtes frigoriste, ça veut dire que vous installez Voilà. uniquement. Est-ce que vous vendez le matériel? Est-ce que vous l'installez Je, et le dépannez-vous, bien entendu? voilà. Alors, ça, je le vends, je l'installe. J'installe les climatiseurs chez des clients, chez des particuliers ou des professionnels. Et donc, ça comprend également la maintenance et la réparation. Alors, faites-vous partie des activités? Vous savez qu'il y a eu un accord entre le gouvernement, les fermes BTP notamment, et des entreprises du bâtiment, parce que vous faites partie quand même de la construction, qui Voilà. autorise votre activité d'une certaine façon, en respectant bien sûr les gestes de barrière. Est-ce que cet accord-là vous a été utile? Eh bien, la première semaine, ça a été utile, mais le problème, l'accord se fait également avec les clients qui me reçoivent. Et ces personnes, dans leur légitime droit, peuvent m'accepter ou non chez eux. Bien, alors moi j'imagine qu'une personne qui a besoin de la climatisation ou qui a besoin de réparer son réfrigérateur n'a pas vraiment le choix. Ça représente quel pourcentage de votre clientèle? Eh bien, Le ça, dépannage, hein, je parle du dépannage par exemple. le dépannage, eh bien, écoutez, pas plus tard qu'il y a 10 minutes, j'ai une cliente qui m'appelle, qu'elle est en panne, mais qui m'appelle pour me dire un conseil. Mais lorsque le conseil, en allant sur l'intervention, je lui annonce qu'il faut que je me dépasse, ben là, elle me dit, écoutez, ben, j'ai un ventilateur, je vais m'en servir et on se verra après confinement. Alors, ce qui nous amène à la question suivante, êtes-vous ou non équipé? C'est-à-dire que quand les premières alertes sont sorties, avez-vous eu le réflexe, personne ne l'avait, hein, mais je vous pose la question quand même à tout hasard, avez-vous eu le réflexe de vous équiper, de trouver peut-être parmi vos collègues dans le bâtiment des masques au moins ou des gants chez le pharmacien? Alors, c'est-à-dire que j'ai un métier où le port de masque fait partie des EPI, hein, c'est les équipements D'accord. personnels de protection. Et donc, j'ai des masques, des gants également en vinyle, déjà tout près dans mon camion. Alors, dites-moi, Cédric, pouvez-vous estimer le pourcentage de perte ou de diminution de chiffre d'affaires? À l'heure actuelle, avec mon expert comptable, on est à un peu plus de 70%, vers 73%. Bon, 73%, ça veut dire que vous êtes éligible au dispositif qui a été mis en place par l'État. Et d'ailleurs, l'arrêté est sorti ce matin même, hein, le décret du ministère des Finances, qui donc vous autorise à faire la démarche à partir du moment où vous alignez 70% du chiffre d'affaires. Exact, le fonds de Alors, solidarité. le fonds de solidarité, donc, il est plafonné à 1500 euros. Comment comprenez-vous cette mesure? Est-ce qu'elle vous satisfait? Est-ce qu'elle vous satisfait moyennement? Ou est-ce qu'elle vous garantit une relative pérennité?
Satisfait moyennement, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, chef d'entreprise, si vous voulez, les fournisseurs, on les paye à 30 jours, fin de mois, et les 1 500 € que l'État nous propose ne couvriront pas cette dépense. D'accord. Les fournisseurs, vous avez des fournisseurs locaux et il y a des arrêtés préfectoraux qui sont sortis et qui permettent à ces fournisseurs de rester ouverts. Est-il possible d'ouvrir avec eux des lignes de crédit? Avec le fournisseur, non. Oui, enfin des lignes de crédit, ou plutôt d'adopter le principe du crédit. Est-ce qu'il peut, dans ces circonstances, assouplir ces règles de fonctionnement? Eh bien, écoutez, je ne saurais pas répondre à cette question. Je n'en ai pas discuté, moi, personnellement, avec mon fournisseur. Mais déjà, 30 jours, fin de mois, ça fait déjà 2 mois, c'est déjà pas mal, D'accord. avant confinement. Normalement, quand on perd 70% du chiffre d'affaires, vous savez, dans l'approche classique comptable d'une entreprise, 70%, c'est généralement une entreprise qui est quasiment en cessation de paiement et qui va fermer. Combien de temps pensez-vous, vous, vivre? Dans ces Combien de conditions, temps? bien sûr. Ben, Oui, est-ce que vous avez essayé d'estimer avec votre comptable, avez-vous essayé de faire des projections et vous dire, il y a ce dispositif-là, combien de temps, sur la base de ce seul dispositif, il y en a d'autres, on va les évoquer, mais là, aujourd'hui, quand vous regardez l'horizon, le fin du confinement, c'est le 15 avril, mais personne n'y croit. Comment voyez-vous l'avenir là, dans les 2-3 mois qui viennent? eh ben, un avenir incertain, un avenir incertain. Je ne sais vraiment pas où ça va nous mener, mais écoutez, je vois vraiment la fermeture de la structure. Je vois pas comment je pourrais autrement que fermer cette structure. Alors, le gouvernement a prévu également quand même un report du paiement du règlement des cotisations sociales et fiscales de 3 mois avec un lissage ultérieur. Ces mesures d'ailleurs pouvant être aménagées. Vous avez également la possibilité d'avoir accès au fonds de solidarité qui a été mis en place, le fonds d'urgence a été mis en place, présenté je crois avant-hier à la CTG avec Ah, les, CTG. les EPCI, qui vous permettent, vous, de bénéficier grosso modo d'une enveloppe de 2 000 € et également du report des factures EDF, enfin EDF, électricité et eau. Est-ce que ça vous soulage ou est-ce que ce n'est que reculer pour mieux sauter ou mieux Ce n'est, tomber? oui, ce n'est que reculer. Alors, donc, la CTG propose 10% du chiffre d'affaires, on a droit à 10% du chiffre d'affaires de l'an passé. C'est ça, de 1500 à 50 000 euros, je crois. Voilà. Oui. Et, et c'est un prêt à taux zéro, bien entendu. C'est un prêt, hein. C'est pas Oui, cadeau, hein. avec un différé d'amortissement de 2 ans. Ça veut dire que si vous acceptez le prêt, si vous le contractez, vous avez 2 ans avant de procéder au remboursement. C'est quand même une Ah facilité, oui. non? Donc, ah oui, c'est une très bonne facilité si, bien entendu, au 15 avril, nous sommes libérés et que l'activité reprend. Effectivement, ça peut aider. Alors, vous amenez la question. Le 15 avril, on va étudier cette hypothèse et elle est sérieusement envisagée par tout le monde. Le confinement n'aura pas lieu le 15 avril parce que les dangers de rebond sont trop importants et tout le monde s'accorde à dire début mai dans le meilleur des cas. Tiendrez-vous jusque-là? Non, ce, pas dans ces conditions-là, non. D'accord. La Chambre des métiers a mis en place un numéro vert, une plateforme pour aider les artisans, parce qu'apparemment vous êtes dans cette catégorie. Avez-vous eu recours à ces services? Oui, j'ai dû appeler, j'ai eu une dame très gentille qui m'a reçu enfin, qui m'a reçu, je dirais au Oui, téléphone, au hein, téléphone, oui, bien au sûr. téléphone, et qui m'a expliqué certaines choses et qui ensuite m'a envoyé des emails, mes emails m'expliquant les recours que je pouvais avoir. Alors, Montjoly, c'est une ville, enfin, c'est plus qu'un bourg, c'est une ville importante qui compte plus de 10 000 habitants. Est-ce que le volume d'activité, est-ce que vous n'êtes pas en mesure, avec vos collègues, les autres artisans, est-ce que vous connaissez tous la même situation et sinon, vous êtes-vous organisé? Alors, organiser entre nous, non, 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 certainement pas, mais j'ai certains confrères qui sont dans la même situation que moi et les petites entreprises, hein.
Et Oui. puis, j'en vois d'autres qui ont d'autres types de marchés, qui travaillent avec la CTG ou autres, qui, il me semble, continuent à travailler, parce que je les vois circuler. Mais il y a beaucoup d'entreprises comme ma structure qui sont en difficulté comme moi, qui ne sont pas acceptées par les clients chez eux. Et donc, ils sont obligés de rester confinés à la maison. Alors, ça pose la question quand même de l'accès finalement de votre clientèle et on peut se demander si effectivement les messages de santé publique qu'il faut impérativement observer, je parle des gestes barrières, etc., ne constituent pas, est-ce qu'ils ne sont pas pour vous incontournables? On pourrait imaginer des mesures, par exemple, qui vous permettraient, vous, d'intervenir sur des lieux, sur des sites, en respectant les barrières de sécurité, de précaution, les gestes barrières, pardon. Est-ce que en avez-vous parlé avec vos représentants, je parle peut-être éventuellement des syndicats ou des filières socio-professionnelles? Et donc, si vous en avez parlé, peut-on envisager une forme de relation clientèle qui intègre cette notion-là? C'est-à-dire entrer chez les gens, mais en respectant les gestes de barrière. Ah, mais actuellement, les gestes barrières, on peut pas les éviter. C'est-à-dire que moi, je me suis équipé, comme je dis, j'ai des gants, Hmm. j'ai le masque. Euh, la personne m'a expliqué ce qu'il y avait comme problème chez elle. Elle se tient à plus d'1,50 m de moi. C'est ça les gestes barrières. Hmm. Donc, ils sont déjà évoqués, ils sont déjà mis en place. Mais la peur fait que il y a quand même un enjeu qui est la mort et les gens n'ont pas envie d'affronter. Hmm. Alors, vous avez entendu hier, il y a plusieurs réunions actuellement entre socioprofessionnels. Certains pensent que si un plan exceptionnel de sauvetage des très petites entreprises n'intervient pas, ce sera une hécatombe parmi les plus petites. Je parle notamment dans votre secteur de construction, grosso modo, ça fait un petit peu plus de 2000 entreprises. Est-ce que vous estimez qu'il peut y avoir une hécatombe possible dans votre activité? Ben, il faut savoir que déjà, il y a en mars 2017, on a déjà subi des pertes avec le mouvement social qui avait eu à l'époque. Et donc là, ça fait deux mouvements qui se suivent. Et effectivement, ça risque de créer une hécatombe, comme vous dites. Alors, d'après vous, les mesures qui ont été annoncées par l'État et par les collectivités locales, dont certaines prennent effet quasiment immédiatement, euh, est-ce que vous pensez qu'il faut les accompagner, qu'il faut aller plus loin? Oui, je pense qu'il faut aller plus loin. Maintenant, plus loin comment? C'est-à-dire, à part un aspect financier, dans ce qui nous concerne, je vois pas d'autres solutions. Alors, le décret là, qui est sorti aujourd'hui pour l'aide aux petites entreprises, hein, et la vôtre, 70% de perte de chiffre d'affaires, bon, Mhm. prévoit un certain nombre de dispositions. Ce sont des aides à quasiment des subventions d'exploitation, puisque ce ne sont pas des aides remboursables. Euh, est-ce qu'il faut appuyer sur ce volant-là, des subventions, ou faut-il appuyer sur autre chose? C'est-à-dire, par exemple, avez-vous accès à des lignes de trésorerie auprès des banques? Également, nous avons à la Chambre des métiers, elle m'en a parlé, la dame qui m'a reçu. Mhm. Et je ne saurais pas, j'ai pas le nom en tête, mais il y a des facilités de trésorerie par Lieu d'Homme, qui est la Banque de France ici en Guyane. Mhm. Et en passant par ma banque, oui, effectivement, il y a ce genre de choses, de, de mesures qui ont été prises en compte. Alors, vous avez vu qu'en Martinique et en Guadeloupe, les organisations socio-professionnelles, alors on a principalement des syndicats de salariés, mais d'autres également se mobilisent pour demander un autre plan d'urgence, ce serait un plan spécifique à l'outre-mer. Est-ce que, selon vous, dans les rapports que vous avez avec vos représentants et éventuellement vos collègues, est-ce que vous, cette démarche-là est amorcée ou non en Guyane? Alors, j'ai pas compris. Vous pouvez me répéter la question? Oui, je vous disais que la Martinique et la Guadeloupe se mobilisent en ce moment. Vous
avez vu que des organisations syndicales et politiques ont assigné le gouvernement en référé et le tribunal administratif de Guadeloupe a obligé l'État à fournir des équipements, des matériels, etc. Donc ça, c'est pour l'approvisionnement en matériel de santé. Mais cette mobilisation-là, apparemment, elle fonctionne et elle est donc active aux Antilles. Ne pensez-vous pas que la Guyane tend et attend peut-être un peu trop, est un peu immobile vis-à-vis des actions qui sont entreprises aux Antilles? Oui, enfin, dans mon métier, je me sens pas trop concerné par cette question-là, parce que, mais au niveau de la Guyane, effectivement, il serait nécessaire d'avancer un peu plus et qu'on soit un peu plus équipé pour faire face à ce virus. D'accord. Alors, le plan Marshall que tout le monde a au bout des lèvres, vous savez, le plan Marshall, en fait, c'était un déversement de crédits de financement considérables qui ont permis de reconstruire l'Europe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce plan Marshall-là, ça vous paraît réaliste de l'imaginer, alors que depuis des années, dans des dispositifs comme la LODEOM, etc., on a quand même évité, et le gouvernement ne semble pas disposé à soutenir ce genre de démarche. Qu'en pensez-vous? Allô? On a perdu notre correspondant? Apparemment, oui. Peut-être. Effectivement, une interruption de connexion. Donc, je suppose qu'on a perdu Cédric. On va voir s'il arrive à se reconnecter. Bon. Donc, alors, c'est vrai, Luc Germain, c'est bon, vous nous entendez, Cédric? Salut, quoi. Moi, je vois son image, là, Ok. mais je n'entends pas le son. Oui, moi j'ai bien le son. Cédric, vous êtes là? Ah, je sais pas. Alors, Luc, ce que j'ai bien noté en revanche dans votre échange avec Cédric, c'est qu'on voit bien que la question finalement des masques et des gants n'est pas forcément le sésame pour pouvoir retrouver une activité, puisque Cédric nous l'expliquait bien. Il a le matériel qu'il faut, mais encore faut-il que le client accepte effectivement qu'il puisse venir chez eux. Donc c'est vrai que ça, c'est une vraie question qui se rajoute dans l'équation. Comment faire aussi pour permettre d'avoir ce retour de confiance, entre guillemets, à partir du moment où on respecte les gestes barrières, le client acceptera-t-il de soit revenir dans les magasins, soit que les personnes puissent intervenir chez eux? C'est la quadrature du cercle, Marc, parce que on comprend effectivement qu'il faut impérativement observer ces gestes barrières. Alors bien entendu, on peut le faire. Bien entendu, imaginons que les gars sont en panne, un gros congélateur avec 6 mois de réserve dedans, ça peut être une somme, représenter une somme considérable, et on peut imaginer que les propriétaires ne souhaitent pas perdre ces marchandises. Cela dit, donc, quelle est la question? C'est toujours le fameux rapport coût-bénéfice, enfin risque-bénéfice. Comment accepter la présence de quelqu'un qui pourrait, mais alors en même temps, il n'y a pas de... Ah, je crois qu'on nous parle, enfin, il ne nous voit plus, mais... il faudrait qu'il se reconnecte. Je ne sais pas s'il nous entend, s'il écoute la radio. Il faudrait peut-être qu'il se déconnecte et qu'il se reconnecte pour pouvoir essayer de revenir dans la discussion. Mais vas-y, Luc, je t'en prie, continue. Oui, donc c'est la grande difficulté, et c'est ce à quoi s'attelle l'ensemble des organisations socio-professionnelles, ainsi que les collectivités et l'État. Je crois que là-dessus, il y a une union sacrée, donc personne ne souhaite faire de procès d'intention à quiconque dans cette affaire, mais il y a quelque chose d'insoluble, c'est observer avec le plus grand soin les prescriptions en matière de santé publique et en même temps maintenir une activité qui oblige, je veux dire, qui dépend de cette relation, de cette proximité avec la clientèle. Et là, on est devant un cas extrêmement difficile face auquel on n'a pas vraiment de solution. Alors, la seule solution, pour l'instant, envisageable, sauf à considérer qu'on mettrait en place un dispositif de communication un peu particulier, mais ça, on ne peut pas l'imaginer. Aujourd'hui, on est dans le confinement et la règle absolue, c'est de l'observer. Donc, à partir du moment où on mettrait un biais ou une brèche dans ce dispositif, je pense qu'on courrait le risque, effectivement, d'une espèce de perte d'efficacité
de l'ensemble des dispositions et avec un risque sanitaire très grave. Eh bien, ça, c'est un problème, Cédric pose un vrai problème ici et qui est vraiment un casse-tête pour tout le monde. On cherche des solutions, bien sûr, financières, et en même temps, vous voyez que le problème, c'est de ne pas créer de discrimination. On sent bien que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est de dire, on serait tenté, par exemple, de mettre à plat toutes les dettes sociales et fiscales de toutes les entreprises et de dire, ben voilà, on remet tout à zéro, les dettes antérieures, enfin, je parle des dettes sociales et fiscales, je ne parle pas des crédits bancaires, on remettait tout à zéro et on recommence. Bon, cela dit, quand on voit le plan d'exception, le plan d'urgence pour les territoires présenté à la CTG avant-hier, on voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de critères. On dit bien que les entreprises doivent être, et c'est peut-être de ce qu'on va aborder avec Cédric, si on arrive à être en communication avec lui. Il est revenu en principe. Là, Cédric, vous êtes revenu? Oui. Ok, oui, je suis de retour. Vous êtes de retour, Frédéric, tant mieux. On est heureux de vous voir. Donc, on disait toute la difficulté, si vous voulez, à la fois de faire observer avec la plus grande rigueur les mesures qui ont été arrêtées dans le cadre du confinement, et en même temps permettre à des entreprises comme la vôtre qui vivent des relations de proximité avec leur clientèle, de leur permettre de passer ce moment. Et donc, j'évoquais la question. Alors, j'aimerais savoir si vous, c'est toujours difficile, mais dans vos rapports sur les dettes sociales et fiscales, le bon nombre d'entreprises, d'entreprises artisanales notamment, sont dans le cadre de moratoires. Est-ce que c'est votre cas? Alors, j'ai pas bien compris la question. Oui. Est-ce que vous savez, il y a un certain nombre de conditions qui sont assortis aux dispositifs qui ont été mis en place pour le financement ou l'obtention de crédit. Je voulais savoir si vous êtes dans le cadre de ce grand nombre d'entreprises qui sont dans le cadre de moratoires, qui sont en discussion de moratoires sur la dette sociale et fiscale. Oui, alors, bon, vous savez, moi, pour me mettre à mon compte, j'ai dû déjà investir, mais j'ai déjà des prêts en cours. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait peut-être, la solution, c'est continuer de payer encore un peu plus. Je rencontre très très mal en fait. Je sais pas, moi aussi, on vous entend mal, c'est très assuré. Très assuré. Je ne sais pas pourquoi. Tout à l'heure, vous étiez dans la même position. Ah oui, vous aviez le je même pas micro. changé de pièce. Ah, là, oui. Là, je vous entends un petit peu mieux. Allez-y, essayez de parler. On voit si je m'entends parler en fait. Là, ça va. Il y a un écho. Là, ça va mieux. Pour nous, ça va D'accord. mieux. D'accord. Oui, donc le dispositif mis en place permet d'ouvrir des lignes de trésorerie auprès des banques. Alors vous savez qu'à un moment donné, on a indiqué que la banque postale n'accordait pas de prêt. Eh bien, dans ce cadre, apparemment, les artisans, dont beaucoup ont un compte à la banque postale, pourront ouvrir des lignes de crédit. Êtes-vous dans ce cas-là? Oui, je vais pouvoir m'en doter un peu plus, oui, tout à fait. Bon, c'est quand même garanti par l'État et on peut imaginer, je comprends cette difficulté, à partir du moment où il n'y a pas de recettes, ça devient compliqué, mais ces prêts sont garantis par l'État. Êtes-vous prêt à faire la démarche immédiatement? Eh bien, effectivement, j'ai déjà fait la démarche, D'accord. Auprès de ma banque, au Crédit Mutuel, j'ai déjà fait la démarche. D'accord. Je parlais tout à l'heure des appels de cotisation salariale et patronale qui sont différés de plusieurs mois, avec un lissage sur la fin de l'année. Or, apparemment, il peut se poser un problème. Comment pourrait-on exiger un prélèvement des charges sociales et fiscales pendant la période au cours de laquelle vous avez été affecté par une baisse drastique de votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous trouvez ça normal? Eh bien, non. Je trouvais ça normal, non. Non. Mais, comment dire? Ah, on ne vous entend plus. Ah, c'est compliqué. Oui, effectivement. Bon, alors, on va l'inviter à peut-être se connecter par téléphone. Ceci étant dit, Luc, pendant que je le contacte et je lui donne cette information, l'indication que tu donnais là, le fait de se mettre à jour de ces dettes fiscales et sociales, si j'ai bien compris, puisque j'ai assisté à la conférence hier de la CTG, c'est bien un engagement sur l'honneur de se mettre à terme à jour. Hein. Il n'est pas question de se mettre à jour
en amont pour pouvoir toucher cette aide, si j'ai bien compris. Est-ce que Alors, tu confirmes la cela? grande crainte, oui, non, bien sûr, la grande crainte de bon nombre d'artisans, c'était effectivement qu'on mette un taquet à l'entrée en disant sont exclus du dispositif les entreprises qui sont en retard sur leurs obligations sociales et fiscales. Or, ce qu'ont réclamé les socioprofessionnels, dont je crois que la Chambre de métier est en pointe là-dessus, ça a été de dire une déclaration sur l'honneur peut être exigée, sera exigée, donc, va donc permettre aux artisans en difficulté sur ce plan-là de pouvoir continuer à fonctionner dans le cadre d'une reprise qui s'appuierait principalement sur l'activité du bâtiment ou de la construction qui, selon Olivier Montez, qui nous parlait il y a quelques jours, est moins affecté que les autres secteurs par le confinement. Même s'il y a une baisse d'activité, mais ça, je pense que les différentes organisations socio-professionnelles, les FRBTP, seront en mesure, je parle en Guyane, de faire un état de la situation dans les jours qui viennent, et on ne manquera pas, bien sûr, de les interroger. D'accord. Bon, bah, écoute, cette fois-ci, Cédric, je lui ai indiqué le numéro, on ne l'entend plus. Donc... Bah, écoute, Marc, moi je pense que ça fait quand même près de 25 minutes qu'on est avec Cédric. Je crois qu'il a été clair dans sa situation. Pour résumer, fait partie des artisans les plus exposés. Et quand je parle d'exposés, c'est parce qu'ils ont une relation clientèle de proximité. Et ça l'a amené effectivement à accuser une perte de plus de 70% de son chiffre d'affaires en 3 semaines. Donc c'est quand même considérable. Généralement, à ce niveau-là, une entreprise est considérée comme en état de coma, voire même de coma dépassé. Les dispositions qui ont été mises en place, à la fois par l'État et à la fois par la collectivité territoriale, dont on voit d'ailleurs qu'elles ont pris en considération l'urgence de situation. Le décret est sorti aujourd'hui, ce qui concerne le ministère des Finances, pour les entreprises qui peuvent bénéficier de ces 400 € plus 2000 €, plus le report du règlement des factures d'eau-électricité. Ça va soulager en partie les entreprises artisanales, mais bien entendu... Ça, c'est automatique, Luc? Ah oui, mais c'est automatique. Comment on fait pour en bénéficier? Il faut prendre contact avec... avec qui? Oui, il y a des... Bon, vous pouvez prendre contact avec la préfecture, Minefi, vous pouvez prendre contact avec... Si vous avez une syndication... Bon, pour les entreprises artisanales, prenez contact avec la Chambre de métier, il y a un numéro vert, il y a une plateforme. Pour la Chambre de commerce, c'est pareil. Il faut se rapprocher de ces chambres consulaires. D'accord. Pour Cédric, c'est clair qu'il a tout intérêt à se rapprocher de la Chambre des métiers. Et donc il l'a fait. Il s'est même rapproché de son banquier. Je pense que son banquier n'aura aucune raison de ne pas lui accorder la ligne de crédit, la ligne de trésorerie qu'il espère. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quand même 300 milliards d'euros qui ont été mobilisés sur le plan national pour aider ces entreprises en difficulté. Et que là, en l'occurrence, tout le monde fait des efforts pour que ça aille très vite. Donc les 1500 et les 2000 €, c'est une ligne de crédit ou c'est une aide? Les 1500 €, les 1500 € ils sont destinés à ceux qui ont une perte de chiffre d'affaires de plus de 70%. C'est ça, mais c'est une aide. C'est une subvention. C'est une subvention, c'est comme une subvention. C'est pas un crédit. Et ça, c'est versé par qui? Ça, c'est versé par l'État. Ça sera versé. D'accord. Ils ouvrent. Sans doute par les impôts. Ce sont des fonds publics. Le Trésor public. Par le Trésor public. D'accord. Donc ça, ce sont bien deux choses différentes. Donc les 1500 et les 2000 €, ça peut être réclamé par n'importe quel entrepreneur indépendant, si j'ai bien compris. Pourvu qu'il fasse la démonstration de perte de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc ça, c'est auprès des impôts ou comment ça se passe? Non, ils font leur démarche. Non, mais le mieux, c'est ce qu'a fait Cédric, c'est de se rapprocher des établissements, des assemblées consulaires qui elles, ont mis en place des dispositifs. Voire l'État, il y a des services déconcentrés qui s'en occupent. Mais réellement, je leur suggère, parce que si on a mis en place une plateforme stratégique, c'est précisément pour ça, des plateformes et des numéros verts. C'est pour créer une espèce de guichet, des guichets dédiés aux entreprises et leur permettre de gagner du temps parce que les personnels sont en rapport. Il y a des agents dans chacune des assemblées consulaires qui sont d'astreinte et qui font très bien leur travail et qui le font, je pense, qui sont vraiment au service des entreprises comme des artisans. Donc tout le monde est sur le pont. Et je pense qu'effectivement, ça devrait durer dans les jours qui viennent. Maintenant,
Maintenant, on va arriver dans un pic de crise économique qu'on ne peut pas envisager aujourd'hui. Mais on voit très bien ce que nous a dit Cédric tout à l'heure, c'est que au 15 avril, il pourra encore tenir, mais au-delà, s'il n'a aucune rentrée, c'est évident qu'il devra fermer. C'est-à-dire, il n'y a pas de solution possible. Des mécanismes donc après, ce qu'il faut envisager, et c'est la raison pour laquelle les organisations socio-professionnelles comme les services publics, les collectivités, sont en train de réfléchir à la possibilité de mettre en place un plan qui assurera la transition pour un rebond de l'économie. Alors, quand je dis qu'un rebond, on va dire un redressement d'abord de la crise avant d'imaginer effectivement une quelconque croissance. Mais c'est vrai que là, on vit une crise économique qui de toute façon, sera plus sévère, aura plus de conséquences que mars et avril 2017, et même que le blocage de 2008, si vous en souvenez. Donc, là, il y a lieu pour tout le monde de réfléchir, et nous, les médias, de rester en veille, et pourquoi pas, d'une certaine façon, de participer à ces discussions au niveau qui est le nôtre, et avoir cette mission de solidarité à l'égard de tous ceux qui, comme... Alors Cédric, je trouvais important de l'avoir ce matin parce qu'il est vraiment révélateur de cette crise-là et d'une contradiction qui est insoluble. C'est-à-dire, on ne peut pas aller chez les gens dans une période de confinement, c'est extrêmement difficile et les gens ont des besoins. Ils ont des besoins, certains peuvent accuser des pertes. Je parle sur les denrées qu'ils ont pu entreposer, et également sur différents appareils qui pourraient se trouver en panne. Donc ça, je crois qu'il faudra faire une veille un peu 24 heures sur 24, mais enfin quotidienne, et avoir, et ça c'est notre travail, de demander périodiquement aux organisations socio-professionnelles, aux filières professionnelles, où elles en sont, et de faire le point avec eux pour suivre cette question-là. J'espère que nous aurons aussi soit le préfet en représentant Cédric parlait de l'IEDOM, et pourquoi pas, dans ces services avec lesquels on pourra faire le point sur l'impact économique. Hein. Mais ce que je trouvais intéressant avec Cédric aujourd'hui, c'est que c'est une entreprise, il est seul, il est à lui-même son entreprise, c'est-à-dire qu'il fait tous les métiers. Il fait la distribution, il fait la commercialisation, il fait l'entretien, il fait la vente, il fait la comptabilité. Enfin bon, ce sont ceux-là qui en un seul métier, en fait, en ont plusieurs, et sont ceux-là qui sont les plus exposés à la crise. Et donc, nous essaierons d'obtenir des témoignages, mais moi, celui d'aujourd'hui me paraissait assez significatif. Bien. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Luc. Donc, écoute, on se retrouve pour une prochaine émission, un prochain à vrai dire. Oui, avant longtemps, puisqu'on doit en avoir, on espère avoir plusieurs d'autres secteurs éventuellement, et aussi faire ce point que j'évoquais. J'en évoque un autre qui est celui des organisations syndicales qui semblent se pencher sur la question à différents niveaux, et nous sommes en relation avec elles, et nous serons, je pense, présents pour témoigner de leurs interventions auprès des autorités publiques et de leur mobilisation. Très bien. Donc à bientôt. Merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. À bientôt, merci. Et la suite avec bonne journée à tous. Les émissions d'RMC. Au revoir. À vrai dire est un entretien. C'est une conversation libre, ouverte.